Bonjour et bienvenue dans votre chaîne La Qualité Logicielle, la chaîne qui vous permet de livrer des logiciels sans bug. Aujourd'hui, on va parler de 10 logiciels que tout testeur doit connaître. On avait déjà fait une première vidéo, on a montré 11 logiciels IT qu'on doit connaître absolument. Et là, on va parler de autres 10 logiciels qu'on doit connaître. On va parler de deux catégories. Une première catégorie, on va parler de quelques logiciels IT. Et l'autre catégorie, on va parler des logiciels dédiés au test. La première catégorie de logiciels dont on va parler, c'est les logiciels de virtualisation. Le premier logiciel au monde connu, c'est VMware. C'est un logiciel très connu et très utilisé dans le monde professionnel. C'est avec lui qu'on fait la virtualisation. Donc, ce logiciel, le seul inconvénient pour les gens, c'est qu'il est payant. Donc, pour pouvoir utiliser ce logiciel pleinement, vous avez 30 jours d'essai et après, vous devez avoir une licence. Sinon, vous êtes limité dans les options dont vous utilisez. Ce qu'il faut savoir, que ce logiciel est vraiment très utilisé dans le monde du travail et il est compatible avec presque tous les systèmes d'exploitation qu'on peut utiliser. Comme on peut voir ici, là, il est compatible avec Windows 10, Server 2019, 2016, 2012, Windows 8, Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Oracle, OpenSUSE, SUSE, Linux Enterprise, Server. Donc, très large gamme de logiciels qu'on peut utiliser en tant que hôte et on peut mettre n'importe quel logiciel qu'on veut. Si on prend un exemple, par exemple, nous on l'utilise pour faire pas mal de démonstrations et d'exemples pour vous. Et vous voyez là, on a différents types d'OS déjà installés. Donc on a Fedora, on a Windows 10, mais c'est dédié développeurs. C'est une version un peu spéciale pour les développeurs. On a Kali Linux, on a Xubuntu et on l'utilise pleinement afin de préparer les vidéos qu'on fait pour vous. Donc, si on reprend, donc comme je vous disais, le seul inconvénient c'est qu'il y a une licence payante. Toutefois, si vous commencez et vous êtes nouveau, vous pouvez utiliser VirtualBox. VirtualBox, il fait la même chose, que le VMware. Le seul truc, c'est qu'il est gratos, donc il est free, c'est un open software que vous pouvez utiliser, télécharger dès maintenant et utiliser afin de faire vos exemples. Donc là, comme on voit ici, on peut avoir plusieurs différents types d'OS qu'on peut installer. Donc on voit ici Fedora, MintOS, OpenSUSE, Ubuntu, etc. Windows 7, Windows 8, Windows 10, etc. Même du Windows XP. Il est très bon, le VirtualBox. Nous on l'utilisait au tout début, toutefois pour faire les exemples et pour faire la capture vidéo, c'était pas très pratique pour nous, donc on a switché pour VMware qui est la référence dans le domaine de l'entreprise voilà. Mais pour commencer, VirtualBox est un très bon outil que vous pouvez utiliser. Il y a vraiment très peu de choses que VirtualBox ne peut pas faire. Et généralement, tout ce que vous pouvez faire avec VMware, vous pouvez le faire avec VirtualBox. La deuxième catégorie de logiciels dont on va parler, c'est les logiciels de capture d'écran. Vous allez me demander, mais pourquoi des logiciels de capture d'écran? Pourquoi on a besoin de connaître des logiciels de capture d'écran? À vrai dire, pas mal de fois, quand on fait des tests, il y a par exemple, si on fait des tests sur l'interface. Donc, on veut démontrer qu'un bouton, par exemple, n'est pas aligné ou il est déplacé. Donc, une photo, c'est assez simple. On prend une photo, on envoie avec notre ticket, comme ça on démontre rapidement où est le problème. Dans certaines entreprises, à chaque fois qu'ils font des tests, on doit prendre des captures d'écran de chaque étape. Ça veut dire, c'est un outil qu'on peut utiliser pleinement pour plein de choses. Donc on prend des captures d'écran, on envoie
au développeur afin de lui montrer, voilà, comme on parlait d'un bouton qui n'est pas l'idée, ou voilà, pour faire une sécession d'étapes quand on a fait, on ajoute au ticket, ou par exemple pour une documentation détaillée. On utilise parfois des captures d'écran afin de démontrer, bon voilà, cette partie-là, ou une partie qui peut être ambiguë, on la démontre avec une capture d'écran, comme ça, les gens n'auront pas cette ambiguïté et auront une image qui représente la réalité. Donc, le premier logiciel dont on va parler, je vais vous montrer plusieurs logiciels. Je vais vous montrer deux logiciels payants, deux logiciels gratuits. Donc, je vais vous parler d'autres logiciels. Donc là, les logiciels, moi, que j'aime beaucoup, c'est Snagit. Snagit, voilà, c'est un logiciel assez intéressant. Il vous permet de faire des captures d'écran. Après la capture d'écran, vous pouvez l'éditer et après vous pouvez la partager dans l'outil où vous voulez. Il est très simple à utiliser et on peut faire pas mal de choses. Donc vous pouvez faire l'audio, vous pouvez faire couper, par exemple si vous avez fait un screen recorder, donc vous avez fait la capture de votre écran, vous pouvez couper par exemple une partie qui n'est pas bien, l'enlever, ajouter des textes, faire pas mal de choses. Il est très complet. Vous faites la capture d'écran, donc soit en image, soit en vidéo. Après, vous avez une sorte de studio où vous pouvez faire l'édition de la vidéo ou de l'image que vous avez pris. Donc lui aussi, vous pouvez avoir 30 jours pour faire l'essai et après vous avez besoin d'une licence pour pouvoir l'utiliser pleinement. Donc il y a aussi chez le même fournisseur, il y a Camtasia aussi, c'est un très bon outil que vous pouvez utiliser. Pas mal de gens qui font YouTube utilisent cet outil-là et lui, voilà, c'est le même principe, c'est pour l'enregistrement d'écran et le montage vidéo. Donc c'est le même principe que Snagit, vous faire vos captures et après vous pouvez éditer avec des méthodes de montage simples. Donc pas mal de choses. Ces deux outils sont très intéressants. TechSmith, ils ont fait pas mal d'outils dédiés dans cette catégorie et ce sont des très bons outils. Donc là, ces deux outils dans la catégorie payante. Comme bonus, on pourra parler de Screenpresso aussi. C'est un bon outil que j'ai déjà utilisé. Aussi, il vous permet de faire la même chose, donc faire la capture d'écran, faire l'édition, faire le partage, etc. Donc, et là, dans la partie gratuite, on a ShareX. ShareX, c'est vraiment excellent. C'est celui que j'utilise le plus. Donc il est gratuit, comme je l'ai dit, il est gratuit, open source, vous pouvez voir le code source, vous pouvez télécharger, l'utiliser comme vous voulez. Et c'est vraiment intuitif de pouvoir utiliser ShareX. Vous n'avez pas besoin de trop chercher, non mais comment je vais faire comme ça, non mais voilà, c'est deux boutons. Appuyer un bouton comme les autres logiciels payants, un bouton et faut commencer la capture. Le seul inconvénient c'est ShareX, c'est que par exemple pour faire la capture audio par exemple avec votre microphone, etc., il faut que vous téléchargez des pilotes spécifiques, mais c'est très intuitif, c'est très simple. Et si vous n'arrivez pas, n'hésitez pas à nous le dire, on fera une vidéo pour comment faire. Mais c'est l'outil que j'utilise moi le plus. Je fais des captures audio, des captures vidéo que j'utilise aussi dans l'entreprise. Donc la licence elle est open source, donc vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de problème, de licence avec l'utilisation professionnelle. Et là, comme je vous disais, voilà, vous pouvez faire la capture et vous pouvez faire aussi l'édition d'images, etc. Donc c'est un excellent outil. Le troisième, et cet outil il est très utilisé par les youtubeurs qui font le streaming ou les personnes qui font du Twitch, mais c'est OBS Studio et celui-là il est vraiment très utilisé dans le monde de streaming. Donc les gens qui font du streaming, que ce soit sur Twitch ou YouTube ou autre plateforme, donc ils utilisent beaucoup OBS Studio. Donc c'est un outil qui est gratuit et open source, donc vous pouvez utiliser, il est très excellent.
Et voilà, quand vous voyez, ils vous le disent déjà qu'il est très utilisé YouTube, Logitech, Twitch, Facebook, etc. Vraiment, c'est vraiment un outil très bien qui est bien utilisé. Moi personnellement, je n'ai jamais eu l'opportunité de l'utiliser pleinement, j'ai fait quelques tests avec, mais ça reste un très bon outil qui est très bien référencé dans le monde du streaming, donc que vous pouvez utiliser pour faire vos captures d'écran ou faire vos éditions, etc. Toutefois, voilà, ça reste vraiment un outil dédié au streaming, donc à la capture vidéo. Et donc, si vous voulez vraiment juste prendre des images, etc., un outil comme ShareX fera très bien à l'affaire et sera même plus simple à utiliser qu'OBS Studio. Mais voilà, si vous voulez faire, vous êtes dans une réunion où vous voulez directement ce que vous faites et les tests que vous faites, vous pouvez utiliser OBS Studio. La troisième catégorie des outils que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est les outils de zippage. Donc, le logiciel phare, le logiciel le plus connu, c'est le WinRAR. C'est celui qui est utilisé par la plupart des gens. Voilà, sauf que WinRAR, c'est un logiciel qui est payant. Il a une alternative. Donc, il permet, entre autres, de compresser les fichiers. Donc, si vous voulez envoyer un fichier, donc vous le compressez, vous pouvez le crypter, donc et l'envoyer par mail ou le mettre dans un espace dédié pour que quelqu'un puisse télécharger, etc. Donc, il est très utilisé. Par exemple, on l'utilisait nous beaucoup quand on voulait crypter des informations afin de les envoyer chez le client ou récupérer des informations chez le client. On cryptait toutes les informations, on compressait le fichier en le cryptant. Toutes les informations sont cryptées. Et donc là, on envoyait un lien pour le téléchargement. Et quand le téléchargement est fait chez le client, on détruisait le fichier. Et vice versa, avec le client, c'était la même chose. Il compressait, il cryptait le fichier et il nous envoyait. Une alternative pour vous qui est très utilisée aussi, c'est le 7zip. 7zip, il est très connu, il est beaucoup utilisé. Donc c'est un outil qui vient de l'Unix, mais qui fait la même chose et nous aussi on l'utilise. Pour vous montrer un exemple assez simple, donc par exemple j'ai ce fichier là, donc je veux le crypter, donc je vais faire 7zip et là je vais faire add to archive et là vous voyez, donc j'ai le nom du fichier, je vais le nommer peu importe ce que je veux et après je mets un mot de passe donc pour pouvoir l'encrypter et avoir une sauvegarde. Donc le client quand il va recevoir, s'il n'a pas le mot de passe, il ne pourra pas lire les données. Donc admettons qu'il y a un hacker qui a fait une attaque de man in the middle, donc il est entre le serveur où est le fichier et le client, donc il récupère lui aussi le zip, mais il ne pourra pas lire les données parce qu'ils sont cryptés. Donc et là vous mettez le mot de passe, vous rentrez le mot de passe et vous cryptez vos données. Après, vous pouvez crypter le nom aussi, mais c'est pas important. Ici, ce qui est intéressant, c'est que voilà, vous pouvez archiver en plusieurs formats. Admettons que la personne à laquelle vous envoyez votre fichier et elle utilise Linux et ils n'ont pas Windows, donc vous pouvez utiliser une des extensions Linux que peut lire votre interlocuteur, donc le bzip2, le gzip, le tar, le xz, etc. Et vous pouvez avoir même le crypté dans le format, on va dire, classique que tout le monde utilise avec le WinRAR, le .zip, ou le laisser en .7zip. Donc voilà un exemple concret. Et en bonus, je vous montrerai ce site web. Donc là, c'est un générateur de mots de passe en ligne. Donc il est totalement gratuit que vous pouvez utiliser. Je vous laisserai le lien dans la description. Donc vous choisissez combien vous voulez que le mot de passe, voilà, la longueur du mot de passe, vous choisissez ce que facile à dire, facile à lire, est-ce qu'il y a des majuscules, etc., etc. Vous générez et là, il vous génère un mot de passe. Par exemple, si vous voulez dire facile à lire, vous faites par exemple, vous sélectionnez, vous générez des trucs faciles à lire et voilà, vous génère un autre mot de passe en respectant votre choix. Je vous laisserai aussi
le lien donc dans la description et vous pouvez l'utiliser, c'est gratuit. Si vous voulez crypter, voilà, vous avez un besoin d'un mot de passe que vous allez utiliser une fois. Très très important, c'est que les mots de passe soient utilisés une seule fois. N'utilisez jamais un mot de passe sur différents plateformes ou différents fichiers ou voilà, ne réutilisez jamais le même mot de passe. Il faut à chaque fois vous mettez un mot de passe nouveau et ce qu'il faut savoir aussi pour les mots de passe, essayez de le mettre au maximum de difficulté. Par exemple, vous essayez, si vous pouvez faire 30, faites 30. Donc voilà, donc essayez de mettre le plus de caractères possible pour comme ça il soit le plus difficile possible à craquer ce mot de passe. Comme ça, vos informations sont vraiment protégées. Et ça, c'est un conseil que vous pouvez utiliser soit dans votre vie privée ou votre vie professionnelle. De toute façon, la plupart des boîtes là, maintenant, ils utilisent par exemple des outils comme LastPass, etc. Pour sauvegarder les mots de passe, et générer des mots de passe qui sont assez complexes. Comme ça, ils ne sont pas craqués et les informations sont un peu plus sécurisées. Mais c'est un conseil que vous pouvez garder pour vous, vraiment utiliser le maximum possible. Si, par exemple, vous êtes connecté, je ne sais pas, dans un site d'achat en ligne et il vous permet de faire un mot de passe à 30 caractères, mettez le maximum à 34 caractères. Mettez des majuscules, mettez des minuscules, mettez des chiffres, des symboles. Mettez tout ce que vous pouvez afin de le rendre complexe. Et évitez tout ce qui est 1, 2, 3, 4, 5 ou voilà, votre date de naissance, votre adresse ou tout ça. Vraiment, il y a des gens spécialisés et s'ils ont par exemple quelques informations sur vous, ils vont tester toutes les combinaisons qu'on peut avoir. Par exemple, votre nom avec votre adresse, etc., etc. Toutes les combinaisons qu'on peut avoir, extraire de vos informations personnelles afin de trouver votre mot de passe. Donc un outil comme ça, il génère vraiment un mot de passe à l'aléatoire, il n'a pas de rapport avec vous, vous l'utilisez votre mot de passe une fois, vous envoyez le fichier et le mot de passe. Votre conseil que je vais donner là maintenant, vous envoyez par exemple, si vous envoyez un fichier chez le client, ok, et par exemple le fichier, vous l'envoyez chez le client, jamais envoyer le fichier et le mot de passe dans le même mail, ni même la même personne qui va les envoyer. Non, jamais, jamais, jamais de la vie. Le mot de passe, il va partir d'une autre adresse mail, donc de votre collègue, de votre chef, ou par la poste, ou je sais pas quoi, mais il va partir séparément. Le mail qui va contenir les fichiers cryptés, il va partir séparément. Par exemple, le mail qui va contenir le lien pour le téléchargement, ou peu importe comment vous faites, mais les deux doivent être séparés. Jamais avoir le mot de passe et le fichier dans un même mail, dans un même contexte, dans le même drive, non, jamais, jamais, jamais. C'est très mauvaise pratique. Je l'ai pas mal vu et je l'ai pas mal vu dans plusieurs boîtes et c'est très très mauvaise pratique parce que dès qu'une personne mal intentionnée a l'accès à ce drive là, donc elle a accès à ces informations. Même s'il n'est pas mal intentionné, admettons que vous êtes dans une boîte et il y a des informations, par exemple, surtout les collaborateurs, par exemple leur adresse, est-ce qu'ils sont mariés, pas mariés, leur statut marital, est-ce qu'ils ont des enfants, leur paie, etc. Ces informations-là, par exemple, pas tout le monde doit avoir accès à ces informations-là. Ces informations-là, ils sont juste entre la personne et la RH et elles ne devraient pas être accessibles à tout le monde. Donc, si on laisse, par exemple, ces informations ou l'accès à ces informations avec le mot de passe pour y accéder, donc là, vous comprenez bien que, voilà, n'importe quelle personne, admettons qu'une personne, elle est là aujourd'hui, s'est embrouillée avec son chef, on le vire pour une raison bidon, machin, elle peut carrément prendre le fichier et partir avec. Donc voilà, donc vraiment il faut penser comme ça, il faut penser que, il faut essayer de travailler en pensant que à chaque moment vous êtes hacké. Donc
Voilà, vous mettez le mot de passe le plus complexe, le mot de passe et le zip chiffré, ils sont vraiment séparés dans des lieux différents, de deux méthodes d'accès différentes, donc afin de vous protéger le mieux possible. On n'est jamais protégé à 100%, mais on peut se protéger le mieux possible qu'on peut. Avant de pouvoir continuer notre programme, sachez que juste une petite partie des personnes qui regardent nos vidéos sont actuellement abonnées. Alors si vous aimez le contenu de notre chaîne, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne, c'est gratuit et d'ailleurs vous pouvez changer votre avis à tout moment. On est en route vers les 5000 abonnés et j'aimerais que vous soyez parmi cette communauté. Abonnez-vous, à tout de suite. La quatrième catégorie de logiciels que vous devez connaître, c'est les logiciels de monitoring de serveurs. Donc là, je vais vous montrer un exemple de Datadog, un logiciel que vous pouvez utiliser. Vous avez une partie free, une partie qui est payante, mais voilà, si vous voulez juste utiliser, vous faites votre VMware, vous installez votre Windows Server et vous voulez juste utiliser pour faire du monitoring, du test de votre serveur, vous pouvez utiliser la partie gratuite sans problème, elle est assez suffisante. Donc ça, c'est le site de Datadog, il est utilisé, bon, voilà, comme ils disent, par plusieurs entités comme Peloton, 21st Century Fox, Samsung, Whole Foods, HashiCorp, etc. Donc il est très très bien utilisé dans le monde de l'entreprise. Il y a d'autres outils aussi qui sont aussi beaucoup utilisés. Mais voilà, aujourd'hui je veux juste vous parler de celui-là. Vous pouvez chercher vous-même d'autres outils si vous voulez. Moi je vous parle de celui-là parce que vous pouvez utiliser à titre personnel gratuitement pour pouvoir faire des tests, etc. Donc j'ai trouvé une image qui représente ce qu'il fait. Donc, nous, par exemple, on avait des serveurs où il y avait des bases de données, différents serveurs, il y avait différentes bases de données, des serveurs où on avait donc des serveurs physiques, où on avait des serveurs, donc des logiciels, donc qui sont installés sur du Linux avec Jakarta et là où il y avait plusieurs modules, faisait plusieurs différentes choses et nous l'idée c'était de superviser chaque module pour savoir est-ce qu'ils sont en marche ou pas parce que ce qui se passait parfois c'est que dans la vie réelle puisque les serveurs c'est des machines qui s'éteignent jamais ou presque donc parfois il peut avoir des erreurs, des trucs, donc un module qui est tombé, qui est tombé, qui répond plus, etc. Et donc là, vous avez un outil rapide qui vous permet de vérifier rapidement l'état du serveur. Ce qui est important aussi, c'est que il vous permet aussi de vous envoyer des notifications. Admettons, pour vous, vous avez un serveur de vente. Donc, exemple assez concret, admettons que vous travaillez pour un gynéco, vous avez les serveurs d'authentification pour le paiement, que ce soit chez Stripe ou un gynéco, peu importe, ou Worldline, etc. Donc, ce serveur-là, par exemple, vous faites du monitoring ce serveur-là et après, à un certain moment, boum, le serveur ne répond plus pour n'importe quelle raison. Donc là, vous avez une notification tout de suite pour dire que le serveur ne marche pas. Parce que ce serveur-là, par exemple, admettons que c'est un serveur que vous avez mis pour les achats de billets d'un concert, j'en sais rien, les achats de billets de transport, donc vous avez mis à disponibilité de notre entreprise. Donc c'est du gain qui est perdu et voilà, donc le serveur il doit être remis à l'état rapidement. Donc ça arrivait de temps en temps parfois qu'on avait des serveurs qui sont tombés en panne ou que le serveur physique, parce que voilà, ce qu'il faut comprendre c'est que les serveurs, on parle des serveurs, on parle pas nécessairement du cloud, quand on parle des serveurs, il y a soit par exemple votre entreprise a sa propre infrastructure, donc vous avez des serveurs physiques,
où vous installez votre OS, les modules que vous voulez, le serveur, etc., etc., etc. Soit vous avez ce qu'on appelle des serveurs as a service. Donc, c'est une entreprise comme Microsoft ou par exemple avec Azure, ou c'est Amazon avec AWS, etc. Ou c'est OVH, ou peu importe, qui vous loue un serveur, soit que c'est un serveur dédié ou un serveur qui est partagé avec d'autres personnes. Mais elle vous loue un serveur qui est entretenu par cette entreprise. Donc, soit vous, par exemple, vous faites votre monitoring sur le serveur voilà, qui est à distance, mais eux aussi, ils ont déjà un monitoring sur place. Donc, ils ont un monitoring sur place pour vous garantir ce qui est contractuel entre vous. Soit vous avez vos propres serveurs et là, vous faites de monitoring sur votre propre serveur afin de vérifier est-ce que vos serveurs, ils marchent ou ne marchent pas. Et là, pour faire préparer des interventions. Admettons, voilà, vous avez un serveur dédié pour les gens qui jouent à un jeu en ligne. Donc, il y a un module qui a pété. Donc, vous avez une notification, boum, le serveur ne répond pas. Le serveur ne répond pas parce que. Donc, voilà, et vous faites intervenir rapidement votre équipe en connaissance de cause. Vous n'attendez pas que voilà, les joueurs ils se rendent compte que le serveur ne répond pas, ils font plusieurs tests de se connecter et après commencer à appeler le service client. Avant même qu'ils commencent à appeler le service client, vous avez déjà une notification, vous avez déjà commencé à entamer les interventions de maintenance ou de réparation ou peu importe. Avant même que les premiers appels commencent à arriver. Et c'est ce qu'il faut comprendre, il y a pas mal d'applications dans la vie réelle, par exemple les serveurs de bancaires, les serveurs d'achat de billets de transport, pas mal de choses qui sont des serveurs primordiaux pour notre survie. Est primordial pour notre vie quotidienne. Sans ces serveurs-là, notre vie quotidienne, elle serait plus pénible que maintenant. Et donc, ces serveurs-là, par exemple, les serveurs bancaires, comme on disait tout à l'heure, il faut que le taux de panne il soit zéro. D'une manière générale, il faut savoir aussi que les serveurs critiques, ils sont toujours en double. Par exemple, si vous avez une base de données critique, vous avez toujours une base de données en backup. Donc en général, ce qu'on fait, c'est que, par exemple, la base de données X, la base de données client n'est plus accessible. Donc c'est simple, boum, vous basculez sur l'autre base de données, le temps que vous réparez ou trouvez le problème sur la première base de données. Donc, ou, par exemple, si on parlait par exemple des ransomware qu'on a vu ces dernières années qui prolifèrent ces dernières années, les gens qui n'avaient pas de backup, ils étaient touchés le plus parce que les gens qui avaient backup, boum, le premier serveur il a été attaqué, la première base de données elle a été chiffrée, on enlève, il y a le backup, on utilise notre backup, donc on reste en ligne, on utilise notre backup. L'autre serveur, on peut trouver les solutions qu'on veut, soit radier tout le serveur, s'enlever tout le serveur, mettre des nouveaux serveurs, mettre des nouveaux protocoles de sécurité, etc. Donc voilà, en entreprise en général, on a un double de tous les serveurs. Donc parfois, quand on entend le prix énorme de certains projets, mais parce que voilà, il y a pas mal de composants, il y a pas mal de choses qui sont dédoublées pour pallier ce genre de type de cas. Ce qu'il faut savoir, par exemple, quand une entreprise achète un espace, donc un serveur as a service chez Microsoft ou Amazon ou peu importe, il y a cette partie aussi. Donc, ces personnes-là, eux aussi, ils sont contractuellement dus. Il faut que le serveur il soit à 99%, avec 99% du temps. Donc, eux aussi, ils font la même chose. Ils ont des serveurs qui sont dupliqués afin que, voilà, si le premier serveur, il se passe quelque chose, soit matériel, soit quelqu'un qui essaie de l'attaquer, ou par exemple, une attaque d'IDOS, ou autre, il y a un autre serveur qu'on peut mettre en ligne rapidement et qui peut marcher et pallier à notre problématique le temps qu'on trouve une solution permanente.
On a pu le voir, je me rappelle pas, il y a 2 années à peu près, des serveurs de Amazon qui étaient tombés et que la moitié de l'internet avec eux qui sont tombés parce que pas mal de entreprises utilisent Amazon pour les services web et là toutes ces entreprises ils se sont vus leur site arrêté, etc. parce que les serveurs Amazon ils étaient en panne. Donc voilà. La quatrième catégorie, c'est la catégorie des comparatifs du fichier. Par exemple, j'ai trouvé cet outil en cherchant rapidement, ces outils sur Internet qui vous permet de comparer deux PDF. Donc, vous mettez les PDF, après, vous mettez les deux PDF, après, il va vous comparer les deux et vous montrer les différences. Mais l'outil, moi, que j'ai beaucoup utilisé, c'est WinMerge. Donc là, c'est une application que vous téléchargez chez vous. Elle est vraiment open source et vous pouvez l'utiliser sur Windows, il n'y a pas de souci. Donc, vous la téléchargez, vous mettez les deux logiciels, vous mettez les deux fichiers, désolé, et là, vous avez les comparaisons. Par exemple, on a pas mal d'exemples ici sur le site. Donc là, on a une partie du code et là, la même partie du code, notre version. Et là, on va voir par exemple où sont les différences. Et vous voyez qu'elles sont surlignées. Par exemple, là, une ligne jaune avec du rouge. Donc là, on voit bien qu'il manque ça. Ici, une ligne, par exemple, il y a une différence ici, etc. Par exemple, là, les crochets, ils sont là dans ce code, mais ils sont pas là. Donc, on les a en rouge ici. Donc, et voilà, et là on a bien une comparaison des deux fichiers. Par exemple ici c'est en programme en C++, donc qui sont comparés de versions d'un programme C++ et on essaye de voir où est la différence. Ici par exemple, là on démontre dans le site trois fichiers, en comparaison entre trois fichiers, donc aussi la même chose, tout est surligné et on voit ici à gauche, là où il y a du rouge, on sait bien qu'il y a vraiment des problèmes, là où il y a du blanc c'est bon, il y a du jaune, c'est la ligne existe mais il y a une différence, etc. Et donc là aussi, ça vous permet aussi de faire des comparaisons de dossiers et vous voyez par exemple qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il n'y a pas. Donc différents dossiers, s'ils sont toujours existants ou pas. Et là, c'est un bon outil que j'utilisais pour comparer deux versions d'un fichier. Pour vous donner un exemple assez simple, par exemple quand on écrivait on avait des spécifications, on a deux versions différentes et parfois ce qui a été modifié c'est vraiment minime ou n'est pas nécessairement, ça vous saute pas nécessairement directement à l'œil. On pouvait mettre les deux et voir exactement où la modification a été faite. Parfois c'est juste des modifications des points virgules, parfois c'est juste une syntaxe qui a été modifiée, etc. Ou par exemple vous avez fait des scripts, vous avez fait une première version de script, deuxième version de script, etc. Et là par exemple vous avez plus ce que vous avez modifié parce que vous avez oublié, parce que vous avez mal documenté votre truc. Là, vous pouvez utiliser cet outil rapidement, boum, et ça vous saute les yeux. Bon, voilà, je modifie cette ligne n'est plus là, etc. Et donc, c'est un très très beau outil à utiliser dans ces cas-là, si vous voulez voilà, faire la comparaison des fichiers. Ça vous permet vraiment de gagner de temps. Vraiment, si par exemple un de vos collègues, il a modifié, vous travaillez en collaboration et vous travaillez sur les mêmes scripts, il a modifié votre script et il a oublié de commenter ce qu'il a fait, etc. Vous pouvez prendre les deux versions, hop, et voir c'est quoi la modification, boum, et savoir ce qui a été fait. Donc, par exemple, les gens qui utilisent du Turtoise ou des SVN, etc., ils ont l'habitude de faire ça à chaque fois avant de pouvoir envoyer la version au serveur. Vous faites une comparaison des deux versions pour savoir qu'est-ce qui a été fait pour ne pas, par exemple, écraser les modifications de votre collègue ou faire ou faire une bêtise, genre mettre des trucs qui marchent pas sur le serveur, etc. Donc à chaque fois, il faut faire des comparaisons, etc. pour voir les modifications. La dernière catégorie dans les logiciels IT en général, c'est éditeur de texte. Donc les éditeurs de texte, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Et vraiment, il y a les gens qui utilisent un certain éditeur comparativement à un autre et ils sont vraiment très attachés à leur éditeur. Donc là, moi, je vais vous montrer deux éditeurs. Qui est Notepad++, qui est vraiment, voilà. Vous connaissez le Notepad, celui de Windows, le Notepad++, lui, c'est vraiment des fonctionnalités en plus sur le Notepad. Sur le Notepad normal que vous voyez, qui est déjà installé sur Windows. Il a pas mal de fonctionnalités, par exemple, comme on voit ici sur l'image, on peut ajouter des plugins, etc. pour faire pas mal de choses. Il comprend, par exemple, si vous faites le langage, il comprend plusieurs langages. Donc, par exemple, admettons que vous écrivez vous écrivez un truc sur de langage C++ ou Python, etc. Donc, vous pouvez hop choisir votre langage et voilà. Il va comprendre, par exemple, que include, ça veut dire, voilà, c'est un, c'est un, c'est une fonctionnalité dans le langage et c'est pas juste une nom de variable et quand vous faites les noms de variables, il va comprendre, etc. Euh, il est beaucoup utilisé. Il est très rapide, très simple. La seule chose, c'est qu'il est juste sur Windows. Donc, les gens qui utilisent Linux, ils connaissent pas Notepad++ parce qu'il n'existe pas sur Linux. Il y a d'autres choses qui existent sur Linux, euh, qui sont très utilisées sur Linux, comme du Mark, etc. Mais qui sont pas sur Windows. Là, on va essayer. Je vais vous donner un qui est, voilà, un outil qui est très sympathique et très utile, plus utile que le Notepad normal que vous trouvez sur Windows. Donc avec plein de fonctionnalités. Donc vous pouvez par exemple aller ici dans l'onglet News et là vous verrez toutes les différentes releases, vous voir ressources et lire un peu pour comprendre ce qu'il y a dans les différentes releases, etc. Et voilà, il y a une section dédiée pour les plugins et que vous pouvez visiter pour voir les différents plugins qui sont utilisés par la communauté et qui sont maintenus par la communauté. Donc, je vous laisse le soin d'aller voir, mais sachez que c'est un outil qui est très intéressant à utiliser. Autre chose, le deuxième, c'est Atom. Moi, j'aime bien Atom. J'utilise les deux entre guillemets. Notepad++, il est très rapide. Par exemple, si vous avez des éditions, vous avez un script, vous allez l'éditer rapidement, etc. Il est très rapide, il s'ouvre rapidement, etc. Atom, elle est un peu plus énergivore, mais Atom, c'est ce qu'il écrit ici, un hackable text editor. Donc, c'est un text editor qui est hackable. Ça veut dire, ce qu'ils veulent dire par ça, c'est que vous pouvez le modifier à votre guise. Pas mal de choses vous pouvez ajouter. Donc, il y a pas mal de packages que vous pouvez avoir sur Atom qui vous permettent de faire beaucoup de choses. Il y a aussi les plugins sur Notepad++. C'est pas parce que c'est Atom qu'il y a des choses que vous pouvez pas avoir dans Notepad++. Il y a pas mal de choses que vous pouvez avoir dans Notepad++. Il est très complet. Mais bon, voilà, comme je disais tout à l'heure, chacun aime un éditeur plus que l'autre. Atom, pour moi, il répond à un certain nombre de critères personnels pour moi quand je fais mes scripts, etc. Donc, j'aime bien l'utiliser. Donc j'aime bien l'utiliser, il y a des thèmes, il y a pas mal de choses. Les deux sont open source, les deux sont gratuits. Ici, il y a une documentation par exemple pour Atom. Donc vous allez avoir une documentation si vous voulez voir une référence sur les API, etc. Ici, vous avez les packages. Il y a une documentation sur les packages, les thèmes, etc. Il y a un blog si vous avez besoin de poser quelques questions ou voir les questions qui sont posées, les gens qui ont répondu, il y a pas partie discussion. Ici, il y a le référencement des packages que vous pouvez avoir. Et par exemple, là, vous pouvez écrire un nom de package, j'en sais rien, on écrit Git par exemple, et on va voir est-ce qu'il y a un package ou des packages qui voilà, permettent d'interagir avec Git. Vous voyez bien qu'il y a plusieurs packages. La seule chose, moi, par exemple, si vous utilisez Atom, sachez qu'il est énergivore. Au lancement, il est vraiment lent un peu à se lancer au début, etc. Et
une chose qu'il faut vraiment vous prenez, que vous prenez garde, c'est que Atom, ces packages-là, c'est à vos risques et périls. Donc, essayez vraiment d'utiliser que les packages qui sont vraiment utilisés par plusieurs personnes. Ça veut dire si par exemple ce package j'ai que par 300, il a été téléchargé que 357 fois, moi j'y toucherai pas parce que bon voilà, il n'a pas été assez testé pour savoir ce qu'il fait, etc. Donc, mais vous pouvez voilà appuyer ici et voir différentes explications sur chaque package et ce qu'il fait. Donc, je vais vous montrer un exemple assez concret. Par exemple, là, voilà, vous voyez Atom, je l'ai déjà ouvert, où je fais mes scripts, par exemple, on avait parlé dans la vidéo ou dans l'article sur le site sur la création d'un fichier CSV. Donc là, je faisais des scripts Python sur la création d'un petit logiciel qui va permettre de récupérer les données sur le prix du gaz, le prix du gasoil, donc le diesel, l'essence, dans toutes les stations d'essence en France, à partir du site officiel, et vous donner spécifiquement ceux de votre région ou ceux de votre ville, etc. Ça dépend des critères que vous choisissez. Donc voilà, pas mal de fonctions que je faisais, etc. Donc et moi, ce que j'aime bien, c'est par exemple ici, là, il reconnaît bien le langage de programmation lequel vous utilisez et il vous permet de vous connecter directement à GitHub, par exemple ici à Git, envoyer, donc soit récupérer les données de votre repository, soit envoyer des données, etc. Donc vous pouvez faire vos modifications, tester vos modifications et directement les envoyer à GitHub et sans pouvoir changer d'outil. À vrai dire, même pour le CMD, vous pouvez directement depuis l'outil utiliser votre CMD et tester le logiciel que vous faites ou le script que vous faites directement depuis l'outil. Très complet comme outil que j'aime beaucoup, mais voilà, qui a ses propres problématiques comme voilà, comme je disais, il est énergivore en ressources. Pour vous donner une démonstration rapide de ce que je parlais sur l'outil, donc vous voyez par exemple ici je vais ouvrir une console et là je vais avoir directement le lien où il est mon programme, il est dans le lien qui est ici, donc user amen github gasprice, et là je peux appeler directement mon fichier, voilà, mon logiciel gasprice.py, et donc là vous voyez qu'il exécute directement mon logiciel et je peux par exemple bon là moi j'ai déjà télécharger les données, donc vous pouvez télécharger les données et par exemple faire la vérification du prix. Là ça va prendre un peu de temps pour parcourir toutes les données qu'il y a dans toutes les stations et filtrer ceux qui sont dans votre région afin de vous donner le prix le plus bas. Donc là par exemple si on prend dans la ville, je me rappelle pas, c'était la ville de Besançon je pense, là vous voyez que le prix le plus bas c'est 1,62 €. Donc et là vous avez plusieurs affichages ici sur où vous pouvez trouver cette station, etc. Donc et là par exemple quand je quitte, donc je vais quitter, je peux revenir directement, arrêter le CMD et revenir directement sur mon programme. Donc si j'ai fait une erreur ou etc, je peux directement interagir avec mon programme, modifier mon script, etc. Et j'ai pas besoin de sortir de mon outil, aller dans d'autres choses ou utiliser autre outil pour faire mes tests. Donc j'ai tout dans mon outil. Donc et je peux accéder à mon GitHub ici, on envoie des commandes Git pour un push and pull depuis ici. Et donc c'est vraiment assez sympathique. Je pouvais même créer des repositories sur GitHub depuis ici, donc il est assez complet et moi j'aime beaucoup, mais voilà, comme je vous disais, il est vraiment très énergivore. Donc si vous avez besoin de faire des modifications assez simples, assez rapides, vaudrait mieux plutôt utiliser des Notepad++. Moi je l'utilise aussi pour plein de choses.
pour plein de choses, pour des modifications rapides, où j'ai pas besoin de tester, etc. Ou j'ai une commande SQL que je veux rapidement modifier, je fais dans le Notepad++. C'est simple, rapide, et ça vous permet de faire la chose plus rapidement et avec moins consommation de ressources. Atom, il est super bien, mais voilà, il est énergivore, donc c'est à vous de voir l'outil qui vous intéresse le plus. Après, on a pas mal d'autres outils, comme je disais tout à l'heure, il y a Emarc, il y en a d'autres, il y a Vim, il y a Gedit, donc il y a vraiment beaucoup d'outils. Il faut voir l'outil qui vous va le mieux. N'entrez pas dans cet engrenage où certaines personnes, par exemple, ils jurent qu'avec de Vim, Vim c'est le meilleur outil du monde. Non, non. Ayez un esprit ouvert, testez différents outils, utilisez l'outil qui répond le mieux à ce que vous faites. De toute façon, il n'y a jamais un outil qui est le meilleur outil. Les outils, ils sont plus ou moins meilleurs pour faire certaines tâches que d'autres. Donc c'est vraiment ça, il faut vraiment choisir l'outil qui va vous permettre de faciliter votre vie, votre tâche, donc que ce soit dans votre vie professionnelle ou votre vie privée, hein. Donc ça reste des outils, c'est pas vos enfants, c'est pas quelque chose dont vous avez besoin pour survivre. C'est un outil, s'il n'y a pas l'outil X, il y a l'outil Y, et dans votre vie professionnelle, par exemple, ce qui s'est passé pour moi, j'ai utilisé pas mal d'outils. Donc dans certains jobs, on utilisait que du Linux, dans d'autres, on utilisait Windows et du Linux, dans d'autres, on utilisait que du Windows, etc. Donc là, vous aurez à utiliser différents outils dépendant du contexte. Donc la meilleure chose pour vous, c'est d'avoir une idée globale de comment les outils marchent, avoir appréhendé un ou deux outils, par exemple, qui soient multipurpose, on va dire, qui sont utilisés un peu partout et qui sont utilisés pour plusieurs choses, et un ou deux outils qui sont vraiment spécifiques. Après, demain ou après-demain, si vous avez à aller utiliser un autre éditeur de texte, par exemple, parce qu'on parle des éditeurs de texte, vous aurez en général, d'une manière générale, la philosophie qu'il faut utiliser. Ou par exemple, admettons que vous utilisez un certain soft pour accéder aux bases de données, même si vous utilisez un autre soft demain, donc vous avez le principe, donc vous saurez comment appréhender la chose et être un peu autonome et ne pas dépendre d'autres gens. Donc là, on entre dans la catégorie de logiciels de test. Donc le premier logiciel, c'est SQL Developer, donc celui d'Oracle. Donc la catégorie, c'est les logiciels de gestion de bases de données. Et on a plusieurs logiciels, je vais vous montrer quelques-uns. Sachez que la plupart, ce sont des logiciels propriétaires que vous utilisez avec des bases de données spécifiques, parce que bon voilà, quand on parle d'Oracle par exemple ici, on va les utiliser, c'est très utilisé dans le monde d'entreprise, quand on a beaucoup de données, quand on a un grand volume de données, on utilise directement du Oracle parce que c'est très bien référencé dans le monde d'entreprise et c'est très utilisé. Donc il y a Oracle qui est développeur, donc voilà, pas mal, on peut utiliser, c'est formaté automatiquement pas mal de formats, donc le CSV, l'XML, le JSON, le insert, le HTML, etc. Il a pas mal de ressources qu'on peut utiliser. Il y a d'autres outils, par exemple MySQL Workbench, donc là pour des serveurs avec des bases de données MySQL. Donc du Microsoft Server, donc la même chose, donc pour utiliser SQL par exemple en Azure ou autres produits Microsoft. Donc là on a un outil dont on a déjà parlé, par exemple c'est Beaver. C'est un outil qui est open source, qui est gratuit, et c'est un outil, on va dire c'est un outil multipurpose, donc vous pouvez utiliser avec n'importe quel type de base de données, et voilà, vous pouvez l'utiliser,
que ce soit avec du Oracle, du MySQL, du Postgre, du SQLite, peu importe. Donc il sait les interpréter, donc vous pouvez l'utiliser à titre personnel, soit pour vos propres projets ou dans le monde professionnel. Donc vous avez par exemple, vous accédez à plusieurs types de plusieurs bases de données, donc du Oracle, du Postgre, du MySQL. Donc vous installez Debuver et vous pouvez accéder aux trois bases de données depuis votre interface graphique. Il y a un autre que je voulais vous montrer, par exemple, c'est l'Informix d'IBM. Donc voilà, c'est spécifique à IBM, encore une fois. C'est ce que je disais, il y a pas mal de logiciels qui sont assez spécifiques pour des databases assez spécifiques qui sont faites par une société ou une autre. Mais voilà, comme je vous montrais, il y a des outils, par exemple, comme Debuver qui sont, on va dire, multipurpose, que vous pouvez utiliser, qui est compatible avec plusieurs types de bases de données que vous pouvez utiliser. Cette catégorie d'outils, c'est les outils de test API. Donc là, on va parler de deux outils. Vous pouvez trouver dans la chaîne, on a déjà parlé de ces outils, c'est SoapUI et Postman. Donc SoapUI, donc il y a le SoapUI Open Source que vous pouvez utiliser pour faire vos tests API. Il est assez utilisé dans le monde de l'industrie, il est compatible avec beaucoup de choses. Donc là, comme vous voyez ici, donc je l'ai utilisé pour pas mal d'exemples. Donc ça ressemble à ça un peu l'interface avec des projets que j'ai déjà fait, des tests que j'ai déjà fait. Donc c'est des tests personnels ou voilà des tests que on démontre sur les vidéos qu'on fait pour vous. Donc voilà, il est très très bien utilisé. L'autre outil qui est aussi beaucoup utilisé, c'est Postman. Aussi, vous allez trouver des vidéos dans la chaîne qui parle de Postman. Donc il est aussi très très utilisé. Donc les deux outils sont bien beaucoup utilisés dans le monde de l'industrie. Donc vous pouvez l'utiliser. Il y a une partie gratos. Dans Postman, vous pouvez l'utiliser pour une utilisation personnelle, pour faire vos tests, pour votre apprentissage, etc. Vous pouvez bien le télécharger. C'est gratos. Donc, et après, voilà. Vous pouvez voir ici, il y a pas mal de choses, des articles qu'ils ont écrits sur ce qui se passe sur Postman, etc. Donc les tests API sont très très utilisés dans le monde de tests. Ils sont vraiment très nécessaires quand on parle de tout ce qui est site web, etc. Et ils vous permettent de faire pas mal de choses. Et ces outils-là, c'est les outils que vous devez connaître, afin de faire vos tests. Je vais vous citer un autre outil qui est Rapid API, c'est un site web que vous pouvez voir où il y a pas mal d'API. Donc si vous voulez vous familiariser avec, j'en sais rien, un API ou autre, vous pouvez utiliser Rapid API pour voilà, vous familiariser, etc. Donc eux aussi, ils ont une catégorie voilà free, donc où ils vous donnent, si je me rappelle bien, 1500 calls par jour des API. Donc vous pouvez l'utiliser voilà, pour votre apprentissage, etc. Voilà. Donc sachez que les tests API sont très 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 importants dans le monde de test. L'autre catégorie des outils dans le monde de test qu'on doit connaître, c'est les outils de versionnage. Donc vous connaissez déjà Git et GitHub. Donc c'est un outil où on peut mettre GitHub, on peut mettre différentes versions dans le cloud, donc dans nos scripts, dans nos codes, etc. Donc pour les gens qui font de l'intégration, ils auront pleinement à utiliser des outils comme GitHub pour vérifier différentes versions, vérifier ce qui a changé, etc. etc. Donc dans cette même catégorie, on aura d'autres exemples, par exemple comme Bitbucket, qui est écrit par Atlassian et par exemple qui est bien intégré aux outils Atlassian, exemple Jira, Confluence, etc. Donc c'est un bon outil aussi que les gens par exemple qui choisissent, des entreprises qui choisissent d'utiliser tous les outils Atlassian, donc ils ont avec
Bitbucket, donc pour faire le versioning, la gestion des versions des softs qui sont en train de développer. Et vous avez un troisième outil qui est Turtoise SVN. Donc lui, c'est un outil vraiment intuitif et il est simple d'utilisation. Et lui, si vous avez par exemple votre propre serveur, par exemple, admettons que vous voulez créer, vous avez un projet personnel, vous avez un ancien ordinateur que vous avez transformé par exemple en serveur, donc vous avez votre propre serveur chez vous et vous voulez un software de gestion de version qui est gratuit et simple d'utilisation. Donc là, vous allez utiliser Tortoise SVN parce que bon voilà, il est free, il est simple, intuitif et il est bien utilisé. Donc moi je me rappelle dans mon premier job, on utilisait Tortoise SVN pour faire le versionning des codes. Voilà, donc c'est un outil comme les deux autres, sauf que vous pouvez l'utiliser pleinement chez vous et il est gratuit. Que les deux, par exemple, GitHub est gratuit, mais Bitbucket il est bundlé avec les autres outils Atlassian. Et la dernière catégorie de logiciels qu'on doit connaître, bon, que tout testeur doit connaître de toute façon, c'est les logiciels de gestion de tickets. Donc il y en a une grande panoplie. Je vais vous montrer juste trois dont on va parler rapidement. Mais si vous cherchez, vous trouverez une grande liste de logiciels. Donc le logiciel de référence, celui que tout le monde connaît, donc c'est Jira Software de Atlassian. Donc c'est un logiciel à peu près, on va dire, la plupart des entreprises en mode agile qui l'utilisent. Voilà, j'ai dit la plupart. C'est le logiciel le plus utilisé, mais il y a d'autres logiciels aussi qui sont utilisés comme SquashTM, HPLM, etc. Donc, mais sachez que voilà, Jira est très très utilisé dans le monde d'entreprise. Il y a pas mal de vidéos où on a expliqué dans des exemples sur Jira. Vous pouvez retrouver ça dans la chaîne, mais il faut savoir aussi qu'il y a différentes versions de Jira. Il y a Jira Cloud, donc le Jira que vous trouvez directement dans le cloud et qui est mis à jour par Atlassian. Donc celui-là, c'est vraiment Jira que tous les gens auront la même chose. Tout le monde aura la même chose parce que c'est le Jira Cloud, c'est Atlassian qui le fait, il est géré par Atlassian. Il y a Jira, l'autre Jira, c'est le logiciel qui est mis sur un serveur dédié à l'entreprise et c'est l'entreprise qui gère et ajoute et développe ou pas développe des différents outils afin de les intégrer à Jira. Donc, si on parle de cette catégorie-là, des entreprises qui font ça, le Jira que vous pouvez avoir, il est un peu différent de celui que vous trouvez dans le cloud parce qu'il est plus adapté, entre guillemets, à l'utilisation de l'entreprise. Donc, il y a aussi dans cette catégorie, il y a Salesforce. Donc, il est très très utilisé, par exemple, dans la gestion des clients. Donc, tout ce qui est ticket reporting qui vient du client. Donc, il y a Salesforce Ticketing System. Et là, vous avez le client qui a son propre portail, qui va ouvrir des tickets, par exemple, pour vous et que vous allez traiter au fur et à mesure. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Salesforce, c'est un outil de CRM en base, mais il y a pas mal de développement et d'outils dans le lot Salesforce. Il y a pas mal d'outils et un des outils, c'est l'outil de ticketing. Et il est très très utilisé, par exemple, dans les relations clients fournisseurs. Donc pas mal de boîtes l'utilisent parce que il y a cette adaptabilité. On peut développer des modules qu'on peut ajouter à Salesforce et on peut l'adapter comme on veut à notre utilité. Donc un troisième que je vais montrer, c'est Mantis.
et c'est un logiciel open source. Moi personnellement, j'ai jamais utilisé Mantis, mais voilà, c'est un outil de reporting de tickets que voilà, vous pouvez avoir à utiliser dans votre vie professionnelle. Donc, il y en a d'autres, comme on a pas, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a SquashTM, il y a HPLM, il y en a d'autres. Mais voilà. Pour vous donner, avant de clôturer cette vidéo, je vais vous donner quelques bonus d'outils que voilà, vous devez connaître d'une manière générale. Tous ces outils dont on a parlé, c'est pas nécessaire que vous soyez des experts dedans, hein. Il faut juste connaître, savoir appréhender, et après, ça va dépendre de votre job. Donc, il y a certains jobs où vous utilisez plus d'outils que d'autres, ou certains outils et d'autres non. Donc les outils bonus, par exemple les commandes du réseau et Wireshark. Donc Wireshark, lui, c'est un analyseur de paquets. Donc, ça veut dire pourquoi on utilise par exemple un logiciel comme Wireshark. Par exemple, si on a des applications qui communiquent entre eux et on veut analyser les données qui sont transférées entre eux, donc on fait Wireshark qui va écouter le réseau et on va pouvoir sniffer les paquets et vérifier les données qui sont transitées entre les deux applications. Donc par exemple, si vous faites ce genre de type de test, donc potentiellement vous aurez à utiliser des logiciels comme Wireshark par exemple. Et je parlais des commandes réseau, il faut quand même connaître les commandes, on va dire, de base, par exemple le ping, juste pour savoir par exemple est-ce que vous avez une connexion internet et vous arrivez à accéder à un serveur. Par exemple, vous lancez votre application, vous essayez d'accéder à un serveur, vous savez, l'application elle dit qu'elle n'accède pas au serveur et vous voulez savoir est-ce que vous, le PC, est-ce qu'il lui il accède ou pas. Donc vous pingez par exemple Google et vérifiez, bon voilà, est-ce qu'il y a une réponse ou pas. Ça, si par exemple le ping ne marche pas, ça vous donne une idée générale que voilà, potentiellement, vous n'êtes pas connecté pour une raison ou une autre, ou il y a un firewall qui arrête le ping, ou voilà, c'est vraiment des commandes de base. Il faut pas le prendre avec, vous devez être expert en réseau, mais c'est juste des commandes de base pour pouvoir débugger rapidement des petites problématiques du quotidien. Donc, le deuxième outils, mais c'est pas vraiment des outils, mais vraiment il faut connaître certaines commandes Linux, les commandes encore basiques. Pourquoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le monde d'entreprise et le monde des serveurs, 80% des serveurs dans le monde, ils sont en Linux, pas sur Windows, ils sont sur du Linux. Et donc, si vous allez vous connecter sur un serveur en SSH, par exemple, il faut connaître au moins les commandes de base pour pouvoir traverser les dossiers jusqu'au dossier que vous cherchez, ou récupérer les logs, ou certains actes basiques, on va dire. Donc vous n'avez pas besoin d'être expert en Linux. C'est très simple, c'est quelques commandes, par exemple du CD, vraiment des commandes basiques, du ls, des commandes vraiment basiques qui vous permet voilà, juste de faire votre boulot. Mais c'est pas nécessaire d'être un expert, c'est comment vous pouvez les trouver. Il y a assez de documentation en ligne sur ces commandes-là, et même par exemple, admettons que vous installez une virtual machine, par exemple VirtualBox ou VMware, et vous installez n'importe quelle version de quelle distribution, on va dire, de Linux, vous trouverez les documentations nécessaires pour pouvoir utiliser les commandes de base. De toute façon, sur internet vous trouverez pas mal d'informations sur ça. On pourra faire par la suite, si vous êtes intéressé, une vidéo rapide sur les commandes de base Linux qui vous permettront, voilà, de chercher, d'avoir le minimum d'informations. Donc, et les Jakarta Servlet, et là encore on vous demande pas d'être expert en ça, mais juste comprendre un peu le principe et ce que c'est. Donc voilà, juste pour vous expliquer un peu rapidement, les Jakarta Servlet, ce sont des applications en Java qui viennent étendre les capacités de votre application serveur. Donc ça veut dire comment ça marche, c'est les servlets qui mettent des containers dans votre serveur, et voilà,
il y a des applications spécifiques qui tournent dedans. Donc, et après, il y a pas mal d'échanges qu'on peut voir ici dans les images. Ici, il y a des échanges avec différentes fonctions, etc. Et là, encore, on vous demande pas d'être expert en ça. Si vous n'êtes pas développeur et vous n'allez pas développer des Jakarta Servlet, ça ne sert à absolument rien. Il faut juste savoir ce que c'est, savoir que ça existe, savoir que voilà pourquoi on utilise ça. Comme ça, demain ou après-demain, si vous travaillez sur du du serveur classe ou du Tomcat et des Jakarta Servlet écrit pour étendre les capacités du serveur, vous savez voilà que ça existe, ça fonctionne comme ça. Et admettons que vous avez besoin de chercher les logs et tout, donc vous avez une idée générale de comment ça fonctionne et quoi chercher. Donc voilà pour cette vidéo. On vous remercie pour votre attention et je vous laisse avec la prochaine vidéo.